Les grandes lignes du budget national 2025 se précisent enfin. Lors du Conseil des ministres du 26 novembre, le gouvernement togolais a adopté le projet de loi de finances pour l'exercice à venir. Ce budget est élaboré dans un contexte mondial marqué par un ralentissement économique persistant, un durcissement des conditions financières et les répercussions des crises internationales, tout en tenant compte du climat sécuritaire régional. Le budget du Togo pour l'exercice 2025 est projeté à 2394 milliards de francs CFA, en hausse de 9,9% par rapport aux 2179 milliards contenus dans la loi de finances 2024. Ce budget permettra au gouvernement non seulement de répondre aux défis sécuritaires pour défendre le territoire national, mais aussi de protéger les populations tout en renforçant l'inclusion sociale et économique afin d'accroître la satisfaction des besoins des populations et le soutien aux couches vulnérables de la société. L'autre aspect abordé lors de ce Conseil des ministres est la maintenance des réformes en matière de gestion des finances publiques en 2025. Cette initiative vise à garantir une meilleure maîtrise du déficit budgétaire qui devrait atteindre 3% du PIB en 2025 contre 6,7% en 2023 et une prévision de 5,9% en 2024. Notons que le gouvernement togolais compte privilégier l'efficacité de la dépense publique ainsi que l'amélioration de la qualité des services aux citoyens. Ce mercredi s'ouvre à Lomé, à l'endroit des étudiants et des opérateurs économiques, un séminaire de formation sur la médiation. Initié par la Cour d'arbitrage du Togo Kato, les participants vont durant 3 jours se pencher sur le thème « La médiation comme solution au règlement des différends d'ordre commercial, social, bancaire et civil ». En effet, il s'agit à travers cette formation de permettre aux participants de faire face à l'intérêt croissant des consommateurs et utilisateurs pour un mode amiable de règlement des différends. Nous allons parler des règles qui résistent à la médiation. Nous allons, à cet effet, sur la partie théorique, voilà, en gros, nous allons meubler cette partie théorique là par des exercices pratiques. Et à ce propos, nous allons mettre en place des groupes. Et nous allons intimer à ces groupes-là de faire un peu le système de rôle et de mettre en application pendant ces 3 jours ce que nous aurons fait comme formation théorique. Ce séminaire est le 2e du genre et est organisé en raison des vertus de plus en plus marquées et du vide législatif existant. Ceci a poussé l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA à adopter le 23 novembre 2017 un acte uniforme relatif à la médiation. Ce séminaire donc s'inscrit dans une perspective pluridimensionnelle de réponse aux nouvelles formes de conflictualité grandissantes dans le monde des affaires. Pendant ces 3 jours, vous allez, en adéquation avec les formateurs, réfléchir sur les sous-thèmes retenus, à savoir les notions principales et prioritaires de la médiation, les généralités de la médiation à travers les fonctions et les règles de conduite, le médiateur, ses outils de communication et les étapes du processus de médiation. Rappelons que cette session de formation a une particularité. En dehors de la participation en présentiel, elle est accessible en ligne afin de permettre au plus grand nombre d'y participer. Malgré les efforts considérables que déploie le Togo pour mettre un terme à la traite des personnes, le gouvernement togolais ne respecte pas encore pleinement les normes minimales pour l'élimination de la traite. C'est ce qu'on peut lire dans le nouveau rapport du département d'État américain sur la traite des personnes au cours de l'année 2024. Par rapport à la période de référence précédente, le Togo a fait preuve d'efforts considérables dans les poursuites pour traite de personnes en maintenant ses efforts globaux d'application des articles 317 à 320 du Code pénal érigeant en infraction la traite à des fins sexuelles et la traite de main-d'œuvre. Dans les détails, l'unité de lutte contre la traite des personnes du ministère de la Justice a ouvert durant la présente période 34 enquêtes, 14 pour la traite à des fins sexuelles et 20 pour la traite à des fins de main-d'œuvre. 20 enquêtes restées en suspens au cours de la période précédente ont été aussi poursuivies.
Au total, 36 accusés ont été poursuivis, contrairement à 8 poursuites au cours de la période de référence précédente. Si l'on note que le Togo avait établi 3 accusations au cours de la période précédente, le Togo n'a cependant pas prononcé de condamnation sur les 36 accusés poursuivis. Selon les observateurs du département d'État américain, le gouvernement n'a fait état d'aucune enquête, poursuite ou condamnation d'employés du gouvernement complices de crimes de traite des êtres humains. Toutefois, la corruption et la complicité des autorités demeurent une préoccupation importante. Elle entrave l'action des forces de l'ordre, lit-on dans le rapport 2024 du département d'État américain sur la traite des personnes au Togo. Les groupes environnementaux du Ghana tirent la sonnette d'alarme concernant la vulnérabilité de la capitale Accra aux inondations. Ces derniers demandent au gouvernement de donner la priorité à la protection contre les inondations et aux mesures préventives. Pendant la saison des pluies, les choses vont vraiment mal. J'ai du mal à dormir la nuit parce que l'inondation remplit ma chambre. Chaque fois que cela se produit, ma tension artérielle augmente. Des années de planification urbaine inadéquate ont contraint des dizaines de milliers de résidents à s'installer dans des zones de faible altitude sujettes aux inondations. C'est à cause d'une mauvaise planification et du fait que les autorités municipales n'appliquent pas les lois. La deuxième raison est liée à l'urbanisation, car les gens arrivent et ont besoin d'un endroit où rester. Ils vont donc défricher la végétation et trouver un endroit où se loger. Le problème d'inondation a été amplifié avec les années par la fréquence et l'intensité croissante des tempêtes de pluie dues au changement climatique. Les groupes environnementaux du pays craignent une recrudescence des maladies mortelles et d'autres maladies généralement associées aux conditions d'inondation. Bien que les autorités locales aient pris des mesures temporaires telles que le dragage des égouts et la démolition des structures le long des voies d'eau, ces solutions sont insuffisantes. Lorsque nous construisons, nous créons des espaces où l'eau peut passer afin d'éviter les inondations. Ensuite, nous devrions nous pencher sur la question de l'assainissement afin que les gens n'utilisent pas les gouttières pour y jeter leurs déchets. Et puis, ceux qui sont riches, si vous construisez, créez des espaces pour la verdure, ravivez la culture verte pour que les arbres absorbent l'eau dès que nécessaire. Les écologistes affirment qu'une révision complète des logements de la ville est nécessaire, notamment en raison de l'élévation du niveau de la mer qui menace de plus en plus les communautés côtières. Au sud-est de Nouakchott, le quartier d'habitation de Tahil affronte un problème redoutable, le manque d'eau. Construit il y a une quinzaine d'années pour lutter contre les constructions anarchiques dans la capitale mauritanienne, l'approvisionnement en eau potable n'a pas été bien conçu. À Tahil, souvent les conduites restent sèches, d'autres maisons ne sont même pas raccordées. Il y a quelques années, quelqu'un est venu pour installer des tuyaux, mais ils sont restés vides. Ils les ont enterrés là-bas. Ils vont jusqu'à la source d'eau. Mais rien de plus. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'eau courante. Pour remédier à ce manque, les autorités ont fait installer quelques réservoirs ravitaillés par des camions-citernes. Mais ce système est sous-dimensionné. Pour de nombreux habitants, il faut faire appel à des porteurs d'eau, parfois motorisés, parfois de simples charretiers transportant des bidons. Je n'ai pas de robinet chez moi. Je n'ai pas de baril. Je suis toujours obligée de m'approvisionner avec les bidons en plastique depuis la citerne. Je dois toujours payer quelqu'un pour amener l'eau chez moi. Déjà grave, la situation à Tahil s'est dégradée depuis août lorsque la saison des pluies a engendré des dépôts de boue dans le réseau de conduite. Tout Nouakchott a été touché par des pénuries. La capitale mauritanienne dépend de sources d'eau situées principalement au niveau du fleuve Sénégal, à près de 200 km au sud. En République démocratique du Congo, depuis l'annonce du projet de modification de la Constitution, la machine UDPS s'est mise en marche. Le parti présidentiel a une tâche, promouvoir cette idée et répondre aux opposants. À la manœuvre, Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti.
Ce dernier recevait ce jour un leader de ceux que l'on appelle à Kinshasa les communicateurs de la majorité, membres de l'UDPS ou alliés réunis au sein de l'Union sacrée de la nation. Ils sont chargés de transmettre et diffuser le discours officiel, le bon message et le plus largement possible. Ce mardi, Thierry Monsenepo, l'invité du jour, expliquait que dans un débat houleux, il faut avoir un langage commun. L'UDPS se prononce pour un changement de constitution plutôt qu'une révision. J'entends plusieurs personnalités ou même des opposants qui disent que le chef de l'État est en train de porter cette discussion en vue de s'éterniser au pouvoir. Moi, je dis que ce n'est qu'un procès d'intention parce que aucunement, et je mets quiconque à défi, ne peut aujourd'hui démontrer là où le chef de l'État a dit que son vœu, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Il a été clair qu'il y a des articles, il y a des dispositions dans cette Constitution qui ne permettent pas que réellement on puisse sécuriser notre territoire, donner une vraie fluidité dans le fonctionnement des institutions, permettre un réel développement de notre pays. Nulle part il a dit « c'est pour que je devienne le roi de la République démocratique du Congo ». Le président Tshisekedi effectue son deuxième mandat et le dernier selon la constitution actuelle. Mais il trouve de nombreux défauts à ce texte. Il menacerait la souveraineté du pays et empêcherait des réformes nécessaires. Les opposants n'y croient pas et ne voient qu'un subterfuge pour se maintenir au pouvoir. Des manifestations anti-réforme ont déjà eu lieu. Il s'agit maintenant de conquérir l'opinion puisque tout changement constitutionnel devra se faire par référendum. L'Organisation des Nations Unies a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête interne au Tchad à la suite de graves accusations révélées par un reportage de l'agence américaine Associated Press. Ces allégations impliquent les travailleurs humanitaires onusiens. Des réfugiés soudanaises arrivés par centaines dans le pays pour fuir le conflit accusent des agents des Nations Unies et des soldats tchadiens de les avoir exploités sexuellement. Ces abus auraient souvent lieu en échange de biens essentiels ou d'argent. Dans son rapport, les Nations Unies s'indignent et soulignent que la gravité des faits exige des mesures immédiates et rigoureuses. L'organisation affirme que les responsables de ces actes doivent être identifiés et punis. L'exploitation sexuelle pendant les grandes crises humanitaires n'est pas rare, en particulier dans les camps de déplacés. Au Tchad, les victimes qui ont pour la plupart témoigné anonymement par crainte de représailles se compteraient par dizaines. Les opérations de sauvetage à Dar es Salaam ont été suspendues plus de 10 jours après l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Kariakou, une zone commerçante très animée de la capitale tanzanienne. Le nombre officiel de morts est passé à 29, selon un compte rendu du porte-parole du gouvernement Tobias Makoba mardi. Le propriétaire de l'immeuble a été arrêté suite à l'ouverture d'une enquête sur le drame du 16 novembre dernier. Il est depuis aux mains des autorités. Plus de 80 personnes ont été extraites vivantes des décombres de l'immeuble de 4 étages qui abritait des dizaines de boutiques. Suite à cette tragédie, la présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné un audit complet de tous les bâtiments situés dans la zone. Pendant ce temps, les familles des victimes continuent d'enterrer leurs morts.